Merci beaucoup. Alors, quand Rudy m'a parlé du lancement d'un nouvel event tech le 7 juin à Rouen, j'ai dit bah ouais, chaud, surtout que c'était basé sur vraiment des retours d'expérience. Et c'est ça que j'aime bien faire. Alors, comme j'avais déjà participé effectivement à Codeur en scène, le podcast de Johan, partager un super barbecue avec la super team Bear Studio, j'avais déjà un aperçu que ça allait être une conf de qualité. Effectivement, vu que là on est en fin de journée, j'ai pu avoir un aperçu super qualité et c'est vrai que j'apprécie énormément partager et recevoir aussi. C'est très riche, j'ai déjà eu plein d'idées pour d'autres potentiels confs, c'est vraiment top. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, effectivement, c'est partager mes expériences. Et pour juste un petit rappel, une petite présentation perso, parce que je me représente un petit peu rapidement sur la fin. C'est François Best qui m'a assez interpellé parce qu'à un moment il a commencé à parler en anglais direct, il a présenté en anglais, impressionnant. Je vais parler en français. Maintenant, ça faisait partie d'un de mes challenges aussi, c'était de faire ma première conf vraiment en anglais. Et ça sera le cas, mais lundi, je vais à Berlin Buzzwords, pour faire une conf sur l'ordi 8 bits. Donc là, vous êtes sur la troisième conf. J'avais déjà fait l'ordi 8 bits, la carte VGA. Et là, c'est la suite. Donc ça, ce sera effectivement lundi. Donc là, je vais parler français, pas de souci. Pour le côté musique, il avait présenté un peu ce qu'il faisait avec la musique. C'est impressionnant. J'ai parlé avec lui là aussi à midi. C'est super. Il y aura une petite surprise sur ce thème-là tout à l'heure. Il a parlé aussi de Vue.js, quelque chose que. Alors, il était sur React, bien sûr, mais j'ai vu le. On a mentionné Vue. Vue, c'est mon petit framework préféré quand je veux faire des choses avec. Vue, Vite, VitePress, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à titre. Encore quand je continue à développer à titre perso. Et du Rust aussi que j'aime beaucoup. Et il a parlé aussi de woodworking, hein, du travail sur bois. Et ça, c'est aussi un petit challenge que je m'étais donné. C'était, je voulais réaliser sur un tour à bois, faire des petites choses. Et je trouve ça fabuleux, travailler le bois. Parce qu'en tant qu'informaticien, souvent, on crée, mais on crée du virtuel souvent. Et c'est pour ça aussi que je fais ça. C'est parce que du hardware, c'est physique. Enfin, on touche quelque chose. Et le bois, c'est génial parce que surtout un tour à bois ou quoi, on crée très rapidement, presque aussi rapidement que l'informatique, et en physique, c'est vrai, tu vois la chose se former, et c'est absolument super. Voilà. Pour ce traité sur la simplicité, ce ne sera pas un traité sur la simplicité, ça va être un retour d'expérience, hein. Voilà, le titre, vous allez comprendre mieux après quand on va se lancer. Donc c'est vraiment un retour d'expérience, c'est pas voilà, un traité abstrait. Euh, Petite maxime Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est quelque chose que je me suis beaucoup demandé et qui me frustre toujours autant, et c'est ça que je veux partager avec vous. Prenons, imaginez cette année, vous souhaitez vous mettre à apprendre quelque chose de nouveau, hein, c'est un challenge, vous avez dit mon challenge c'était de faire ma première conf en anglais, ça sera lundi. Le challenge que j'avais eu avant c'était apprendre Rust, l'année d'encore avant c'était apprendre l'électronique, et on va rester là-dessus si vous voulez apprendre l'électronique par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est parti, vous allez commencer à étudier un petit peu, regarder des sites web, des vidéos YouTube, des blogs et tout. Et assez rapidement, hein, vous allez tomber sur des personnes, des sites web, des documentations, des livres qui vont vous dire bam, vous n'avez pas les bases. Et c'est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez à avoir des formules. Bim, ça va commencer gentiment, hein, ça va commencer avec U égale RI, P égale UI, et ça va commencer à partir, et puis là on ne maîtrise plus rien, vous allez tomber sur Maxwell et autres. Et je dis, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais m'éclater, je voulais m'amuser, je voulais apprendre un nouveau truc, je voulais que ce soit concret. Et c'est très frustrant. Je ne mentionnerai pas l'éducation nationale et notre système éducatif qui, moi, ne m'a pas convenu à moi, on va parler pour moi. Et je trouvais ça malheureusement très frustrant. Alors je peux comprendre que les gens veulent faire bien. Il faut apprendre les bases, il faut commencer par les bases, il faut, sinon, voilà. Oui, je comprends, mais je trouve que ça bloque beaucoup. En tout cas, ça m'a bloqué et voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. Alors, on peut s'attaquer direct au why, hein, c'est quoi le why, mais avant même de s'attaquer au pourquoi, on va peut-être déjà se dire, ce serait bien que ça donne envie. Pour moi, il faut que ça donne envie, que ça attise ma curiosité, et c'est vraiment avec des formules, hein, qu'on va donner envie, hein, mathématiques. Alors, un des choses que j'avais commencé à faire simplement avec mes filles, j'ai 3 filles que j'ai commencé aussi à initier à l'électronique, ou toutes voilà, mes passions, mais l'électronique en faisait partie, l'informatique, et à un moment donné, je me suis dit, on va faire une petite console de jeu. Donc là, c'était assez simple dans le sens où on n'allait pas construire voilà, avec des composants électroniques, on utilisait un Arduino, le petit joystick qui vient dans la boîte, le petit écran, et puis on va faire un petit jeu. Lorsqu'il faut faire les sprites, il faut expliquer plein de choses, et il y avait moyen de faire plein de choses après, faire la boîte et tout. Là, tout ça, c'est elle qui l'a peint et tout. Et donc, ça fait envie, et c'est ça que je présente quand je vais dans des écoles ou quand je présente à des enfants et tout. Évidemment, ça fait envie. On dit, ouais, on part sur ce projet-là. Ah ouais, clairement, vous revenez quand? C'est top. Bah oui, non, ça fait envie. Hein, on va pas commencer avec U égale RI. Alors, souvent, c'est par ça que tu commences. Hein. Ah, c'est important. Bim, tu le mets. Pareil pour le côté curiosité. Côté curiosité,
c'est quand des choses qui explosent, c'est un peu sympa. Les Américains, ils ont compris ça. Hein. Bon, bah voilà, on va montrer une petite vidéo de composants qui explosent. Hein. Les résistances, ça fait quoi quand tu fous le courant à fond? Hein. Les capaciteurs, c'est les plus sympas parce qu'ils explosent vraiment. Un peu, c'est vraiment sympa. Alors, je ne l'ai pas fait en vrai pour le coup, j'ai pas eu l'occasion. Les trucs que j'ai cramés, c'était juste pas intéressant. Une LED qui crame, ça s'éteint. Un IC qui crame, oui, à la limite, ça chauffe et puis ça sent un peu, mais ça s'arrête là. Non, je suis jamais allé jusque-là, donc j'ai pas des vidéos. Hein. Je vous rassure, surtout en salle de classe, j'ai pas des vidéos, mais c'est rigolo, ça c'est la curiosité. Et pareil, quand on vous apprend, attendez, le bois, c'est un isolant, l'air est un isolant. Vraiment? Attendez, le bois, on paye très cher. Des gens qui foutent de l'électricité dans du bois, et ça fait des magnifiques structures, très jolies d'ailleurs, qui doivent se vendre très cher, j'imagine. Ça isole pas du tout. Alors non, il faut mettre le courant, faut moins, mais pareil, l'air est un isolant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, oui, ça passe quand même. Hein. S'il y a de la puissance, alors je sais pas combien de mégawatts, mais ça passe. Hein. Voilà. Donc c'est ça que je trouve sympa, c'est à un moment donné, on va aller un petit peu plus loin que juste quelques 2-3 formules pour faire envie, hein, que ce soit des enfants ou des adultes. Hein. Revenons sur le why quand même. Sur le côté why, on a quoi? On a des gens comme Ken Sheriff. Je connaissais pas, simplement dans mes recherches, je suis tombé sur ce gars-là. Donc j'ai dit, oula, ça a l'air compliqué ce qu'il fait, mais il va quand même attirer mon attention. Parce que là, il n'était pas côté, c'est pas une présentation fun et rigolote, mais il y a quand même quelque chose. C'est une personne, ce gars-là, qui prend des circuits intégrés, il les coupe ou il les fout dans l'acide, il prend une photo et il se balade là-dedans comme il était chez lui, quoi. Alors voilà, vous avez un transistor, alors ça marche comme ça c'est là, et tu fais, ok, d'accord. Et à un moment donné, tu fais, ouais, je comprends. Et tu te retrouves quelques semaines après, si tu as vu quelques-unes de ces vidéos, tu fais, ah oui, je vois, c'est un additionneur, c'est machin. Waouh, comment je sais ça? Le mec, il est tellement bien expliqué, il était tellement à l'aise, c'est vraiment ça. Je suis, mais c'est génial, il t'apprend des trucs de ouf. Voilà, ça, c'est parce que ce gars-là, il va un peu plus loin. Et par exemple, quand il ouvre l'Opamp, il a un article, je suis tombé là-dessus, je trouvais ça génial. C'est une des seules personnes que j'ai vu qui fait ça, où il va dans le pourquoi. C'est-à-dire que l'Opamp, il le prend, il l'ouvre comme d'hab, il prend une photo. Je dis, ok, maintenant je le comprends ce truc-là. Je dis, avant, je comprends rien ce truc-là. Et là, le gars, il est capable de dire, ok, vous voyez là et là, bah ça, c'est un miroir de courant, un current mirror. Et alors là, il s'arrête pas là, il te dit, et c'est comme ça, bim, on passe à la suite parce qu'il faut l'apprendre, et puis c'est comme ça, c'est dans les livres scolaires. Non, non, il te dit, alors, effectivement, c'est un peu bizarre. Alors souvent, on l'utilise pour remplacer la résistance. Bah ouais, parce que la résistance, c'est galère à faire. Ah bon, je savais pas ça. Bah oui, c'est super galère, parce que quand on est aussi petit, faire une résistance, ça coûte cher, c'est gros, c'est pas précis, c'est ça. Et il t'explique. Donc on va utiliser ça pour remplacer la résistance. D'accord, ok. Et il part comme ça sur plein de sujets. Il dit voilà, parce que voilà, et puis il y a aussi le coût. Et tu mais ouais, mais je comprends mieux. En vrai, il faudrait utiliser une résistance si on avait la possibilité, mais c'est galère, donc on fait ça. Ah bah d'accord, etc., etc. Et alors je vous raconte pas, il y a plein de choses comme ça que tu apprends, mais tu vois jamais. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça de façon courante dans les bouquins, et je trouve ça passionnant. Un truc aussi qui est intéressant et important d'expliquer le why, pourquoi. C'est parce que oui, ok, la vie c'est compliqué. Je vais pas vous dire ouais, on va faire simple, simpliste. Ben non, la vie c'est compliqué, non, c'est complexe, pardon, complexe. Il y a beaucoup de choses. Ok. Un exemple, par exemple, à un moment donné, vous allez apprendre simplement un transistor tout seul, vous allez pouvoir faire un inverteur. En français, c'est la porte note, mais un inverteur, donc il inverse le signal. Donc vous avez un 0 volts, ça fait 5 volts, 1. Si vous mettez 1, 5 volts, ça fait 0. Donc ça inverse ce qui rentre, ok, le signal qui rentre. Très bien, bon, c'est un inverteur, très bien, c'est super pratique. Bon, bah c'est juste un transistor, ok, je vais le voir tout à l'heure, je vais l'expliquer. Bon, bah juste, donc, si là, vraiment, j'ouvre une puce où il y a des inverteurs, je le regarde, je m'attends à avoir un transistor. Et là, je dis, yes, j'ai compris, dans ma progression pédagogique, j'y vais. Vous ouvrez, ben non, vous n'avez pas ça. Vous avez quoi? 8 composants, vous avez 4-5 résistances, 3 transistors, 2 diodes fumées. Pourquoi? Ben oui, parce que dans la vie, évidemment, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut protéger. Si jamais l'utilisateur il met le courant à l'envers, ben oui, ça, je n'ai pas pensé à ça. On va mettre une diode, machin, etc., etc. Vous voyez? Et donc, en fait, expliquer le pourquoi et donner, bah, et lui, ça va être très clair, il va te dire, voilà, alors, aussi bizarre que ce qui me paraît, ce qu'il dit en anglais, là, le transistor Q1 qui est là n'est pas utilisé de façon normale. Bah ouais, tu m'étonnes, ils l'ont foutu à l'envers. On vous apprend des trucs dans des bouquins, tu fais ok, j'ai compris, et là, bim, tu vois, dans la vraie vie, pardon, le transistor, il est foutu à l'envers. Tu fais, mais non, ça marche pas. Bah si, en fait, ça marche. Le transistor, tu le mets à l'envers, ça fonctionne. Quand j'avais découvert ça par erreur, moi, je l'ai mis à l'envers, ça fonctionne, mais personne ne m'avait dit ça. Mais je fallait jamais faire ça. Ah bah oui, c'est même ce qu'on fait dans les circuits intégrés. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont comme ça et qui sont très importantes quand les gens, vous arrivez à trouver des fameux pédagogues qui vont un peu plus loin que ça, et ça, c'est passionnant. Alors, oui, donc la vie est complexe, mais attention, on pêche, on est d'accord, c'est complexe, mais par contre, là où on pêche, c'est dans la pédagogie. C'est pas parce que c'est complexe qu'il faut rendre les choses compliquées. Et c'est rare ceux qui expliquent ça correctement. Et un des trucs qui m'avait, moi, je me rappelais touché, que j'aimerais faire des confs là-dessus, et c'est encore un sujet, c'est sur l'Opamp. Un sujet, on voit direct, et je me rappelle direct, je crois que c'est en première au terminal, direct on prend l'Opamp et bim, la formule mathématique. Du courant d'entrée, machin, ça multiplie par un truc. Mais moi j'étais là, j'avais demandé après, je me disais, il y a quoi dedans? C'est un petit truc noir, il y a quoi dedans?
j'avais eu aucune réponse, je savais pas, alors qu'en fait, voilà, il y a une dizaine de transistors, et en fait, il y en a même que deux qui sont importants dedans. Et avec ça, tu as compris le reste. Le reste, c'est pour augmenter le signal, etc. Donc ça, c'est ce genre de sujet où si on peut amener des réponses de façon pédagogique, mais tu passionnes plein de gens. Albert Einstein, si tu ne peux pas expliquer quelque chose, c'est que tu l'as pas compris assez. Ça, c'est tellement vrai. Je le sais parce que lundi, je vais faire une conf à Berlin sur l'ordinateur Ubit que j'ai créé. Je le connais par cœur. C'est bon. En plus, ce sera en anglais, mais je suis pas trop stressé, ça va aller. Parce que je sais de quoi je parle. Le lendemain, je vais parler sur l'intelligence artificielle avec mon taf. Ouais, un peu moins à l'aise. Je maîtrise un peu moins. Voilà, maintenant on peut en parler, on peut vulgariser un peu, mais par contre, voilà, je n'ai pas 8 ans d'études dans le sujet. Euh, un sujet aussi qui m'avait frappé dans la vie de tous les jours, c'est, je me rappelle, au travail, un gros colloque et tout, il y avait un commercial qui était là, qui présentait, et on lui pose une question, c'était en anglais et tout, et il commence à parler pendant 2 minutes pour répondre à la fameuse question. J'étais là, et au bout de 2 minutes, je suis vraiment, enfin, je comprends rien, je suis vraiment pas doué parce que là, je comprends rien à ce qu'il a dit pendant 2 minutes. Je suis baissé moi, j'ai pas le niveau, c'est peut-être l'anglais, mais non, l'anglais ça va, je sais pas. Et je vois à un moment donné la personne qui est derrière qui tape sur l'épaule, il fait I'm gonna answer the question. Et je fais ah, donc pendant 2 minutes, il n'avait pas répondu à la question. Donc c'était pas moi, c'était juste qu'il était capable de combler 2 minutes avec des belles phrases où je me sentais moi très bête, alors qu'en fait, il avait juste pas répondu pendant 2 minutes à la question. Et il y en a plein, des gens comme ça sur Internet ou ailleurs, qui vont pouvoir combler avec du bruit, mais en fait, ils savent pas. Donc ils arrivent, par contre, ils ont des capacités de te faire croire que. Et je trouve ça dommage, en tout cas, moi je trouve ça frustrant, et je dis, mais est-ce que tu sens vraiment bête, alors qu'en fait, non, la personne n'a pas répondu à la question, en fait. Alors que tu vois des gens hyper intelligents, je vais en parler, mais Ken Shell, j'en suis sûr, mais il y a Ben Eater que je vais citer après. Voilà, là, clairement, on peut pas dire qu'il est super intelligent. Par contre, il est à ton niveau, il t'explique très très bien. Ou Richard Feynman, hein, en scientifique. Autre chose aussi que j'ai trouvé ça passionnant et qui fait partie de l'apprentissage, c'est il y a l'université de Yale qui a fait des vidéos en 5 étapes. Par exemple, ils font les ordinateurs quantiques avec 5 niveaux de difficulté. Je trouve ça génial. Vous avez là la scientifique qui est là et qui pose une question. Donc, il y a un enfant qui arrive dans la pièce. Un enfant, et bim, elle dit est-ce que tu sais ce que c'est ça bah non, il comprend rien. Et elle commence à lui expliquer en 2-3 minutes ce que c'est qu'un ordinateur quantique. Je fais waouh. Alors, je dis bon, un enfant, c'est bon, quand même, je suis capable de mettre ce niveau-là. Donc, ok, ouais, je vois ce qu'elle a fait. Donc, elle a levé le niveau d'abstraction. Elle ne prend pas un niveau d'abstraction un peu élevé. C'est toute la technique est là. Deuxième, tu as un ado qui arrive. Ok, ça va. Elle commence à lui expliquer. Tu fais, ah, ouais, c'est pas mal. Après, tu as un collégien, un lycéen, et tu vois jusqu'où je vais pouvoir aller, jusqu'à moment, non, là, je comprends plus, il arrive, un de ses pairs qui arrive dans la pièce, et bim, il recommence, et il réexplique qu'est-ce que c'est ça, ok, et bim, et ils commencent à échanger sur l'ordinateur quantique, ok, non, là, c'est fini. Donc, c'est assez intéressant, et je trouve ça passionnant, ce niveau, mais oui, c'est ça. En fait, tu prends les gens où ils en sont, et tu montes le niveau d'abstraction, moins ils en savent, tu dois monter le niveau d'abstraction pour arriver à leur niveau. Et ça, c'est super quand tu arrives. Ça, tout est dans ce dosage, en fait. Et pas prendre les gens de haut, tu te mets toujours en haut de l'échelle et bim, tu expliques ton truc. Ben non, tu te mets au niveau de ton public. Une des choses aussi intéressantes, c'est dans le software. Pour nous, tout ce qui est langage, un truc que j'aimais énormément, que je faisais dans ma boîte avant, c'est le Carpaccio Programming. Qu'est-ce qu'on faisait? Et là, c'est super, on commence un atelier comme ça, je disais, ok, c'est parti, vous prenez le langage que vous voulez, et on y va. Alors, mettez un peu la pression, parce que sinon, c'est trop facile. Je veux dire, on va commencer la première tranche, ça va être quoi le truc le plus facile qu'on fait? Et souvent, avec le stress, les gens, ils ne répondaient pas. Le Hello World, on va faire Hello World. Ok, d'accord. Et bim, le langage que vous voulez, du Rust, du machin, de ce que tu veux, et paf, on faisait Hello World. Après, on dit, maintenant, on va faire un panier d'achat. Donc, il faut faire, voilà, on calculait le prix d'un article. Mais c'est trop facile. Allez-y, vous avez 5 minutes, c'est parti. Tac. Et souvent, il y en a qui n'y arrivaient pas. Et tu construisais comme ça. Et à la fin, tu arrivais à construire quelque chose, étape par étape, on pouvait faire les tests, on pouvait tout faire. Tu fais, mais punaise, c'est génial ça. Et c'est ce que j'utilise aussi récemment, j'utilise ça pour faire du Rust. C'est vraiment passionnant. Donc, ça, même dans ce principe de fonctionner par étapes, en tranches très très courtes, c'est ce qu'on peut utiliser partout en fait. Là, je suis tombé, c'est une pointe d'humour là que j'ai rajouté. Je suis tombé hier sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça génial. C'est dit, il y a. Ah oui, ça c'est Git, quelqu'un qui explique Git. Ça c'est Git. Alors en fait, là, il explique de façon un peu complexe ce que c'est que Git. Voilà, sur la théorie des graphes, machin, modèle et tout. Ah cool, comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, écoute, j'en ai aucune idée. Juste ce que tu vas faire, c'est tu mémorises ces quelques lignes pour committer tes trucs. Et si ça marche pas, tu supprimes tout, tu copies quelque part et tu retélécharges une nouvelle copie. C'est pas comme ça qu'on l'utilise. Ouais, le risque, c'est qu'en fait, si ton outil ou ton explication c'est tellement compliqué qu'en fait, ou les gens ne vont pas utiliser ton outil, ou vont simplement l'utiliser de façon complètement non optimale, quoi. Et ça, c'est ça le risque. Hein.
Et si je prends le créateur hein, de Git, Linus Torvalds, qui l'a créé quelques jours, oui, c'est bon, là, il maîtrisait, c'est lui qui l'a créé. Hein. Et ça vient à mon point suivant, c'est Richard Feynman hein, qui a dit je ne peux pas comprendre ce que je n'ai pas moi-même créé. Et je me suis dit, c'est ça que je m'étais dit, en fait, quand j'avais commencé à vouloir expliquer l'ordinateur à ma fille. J'ai dit, bah, je voyais, bon, elle m'a dit, oui, bah, l'ordinateur, c'est un clavier, un écran, YouTube, machin. Je fais, ok, il y a du travail. Et je me suis dit, mais en fait, je vais essayer t'expliquer. Mais je me suis dit, mais est-ce que moi, déjà, j'ai compris? Est-ce que, quand même, j'ai vraiment compris un CPU? Ça marche comment? Voilà, souvent, on l'a vu à l'école, bien sûr, bien sûr. Et encore, maintenant, on m'a dit qu'on voyait moins, c'est pour ça que ça intéresse. C'est conf, c'est que les gens voient moins dans le détail comment ça fonctionne pour de vrai. Mais est-ce que moi, je peux en créer un? Je dis, non, c'est impossible, c'est trop compliqué. Alors, en recherchant un petit peu, je suis tombé sur ce mec, Ben Eater. Alors, ça, c'est intéressant aussi. C'est un mec qui a raté l'école. Il a été recalé en école d'informatique. Vous allez voir, intéressant. Recalé, hein, parce qu'il était passé bon. Super. Comme quoi. Hein. Et donc, ce gars-là, il commence avec des LED. Il commence à expliquer comment ça marche une LED avec une résistance, machin, tu fais OK, un peu barbant, mais intéressant, parce qu'il explique bien quand même, puis c'est clair. Et puis, il commence à avancer, vidéo par vidéo. Et j'ai fait plusieurs nuits blanches. Et à la fin, tu as un ordinateur complet, une carte graphique, tu as tout. Et le truc, ça fonctionne. Tu fais, mais. Et à la fin, surtout, tu dis, mais j'ai tout compris. Mais comment il a fait? Alors là, je me suis dit, bah, ça va être mon modèle. Comment quelqu'un peut partir, prendre un sujet aussi complexe, étape par étape, sans rien rater, sans tricher. On va voir ça après. Il t'amène à créer quelque chose que tu peux. Je me suis dit, mais est-ce que je peux le faire pour vrai? Peut-être qu'il triche à un moment donné, ça marche plus. Et donc, je m'y suis mis, hein, c'était pendant le Covid. C'était on pouvait plus sortir. Je me suis dit, bah, je vais m'occuper. Et j'ai commencé à faire ça. Et tu te rends compte de rien, et ça fonctionne. Et maintenant, bah, je présente ça en conf et je trouve ça fabuleux. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai commencé par le transistor. On dit, bah, c'est parti, comme lui, je vais partir du transistor et on va essayer de faire quelque chose. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Le but, c'est d'expliquer à la base. Toute base, c'est d'expliquer ça à mes enfants ou aller dans des écoles pour expliquer un peu mieux comment marche l'électronique, l'informatique. Donc, je me suis dit, bah, j'ai pris plusieurs analogies pour les enfants et tout, même pour moi, hein, avant toute chose. Et je me suis dit, l'analogie la meilleure, il y a l'eau, bien sûr, mais l'eau, c'est un peu barbant, tout le monde la prend. Je me suis dit, je vais prendre le principe là de E.T., parce qu'E.T. va absolument retourner chez lui, donc il veut aller dans sa soucoupe. C'est ça, il a besoin d'aller dans sa soucoupe. C'est pour l'analogie, pour que ça marche, j'ai pris ça. Donc, si on lui met une porte, il ne peut pas passer. Mais son but, il ne va pas faire demi-tour ou quoi, parce que voilà, dans l'analogie, il veut aller voilà, dans sa soucoupe. Et il y a une porte, mais il n'y a personne pour l'ouvrir. Si tu amènes un autre E.T. qui vient et qu'il ouvre la porte, il peut passer. Ok, ça c'est bon, j'ai compris, parce qu'on a ce but d'aller vers la porte. Très bien, alors allons-y. Si maintenant on lui fait une ouverture, c'est là que ça devient intéressant. On lui fait une autre ouverture, si la porte est fermée, il va essayer de chercher un autre chemin. Donc il sort. Intéressant. Si l'autre lui ouvre la porte, il passe, donc il ne prendra pas le chemin alternatif. Il dit, ben, il peut le faire. Ouais, mais il ne le fait pas, il va directement au plus court. Donc pour le courant, c'est ça. S'il n'y a pas de courant dans le transistor, bah, le courant, il passe par l'autre chemin, parce que sinon, il est bloqué. Alors évidemment, il faut faire un chemin, hein, on est d'accord, je ne l'ai pas dessiné, mais il prendra l'autre chemin. Okay, et si la porte, elle est ouverte, il peut passer, d'ailleurs, il y a peut-être que quelques électrons qui vont passer, mais on s'en fout. Le courant principal, il passe par la porte et il va directement voilà, donc à la masse. Et donc, on se retrouve avec ça. Bah, je viens de vous montrer comment fonctionne un inverteur avec juste un transistor. Hein, il n'y a pas de courant en entrée, donc on va dire il y a 0, la valeur 0, le signal 0 si vous voulez, 0 volts. Et ben on va avoir du courant en sortie. On crée une sortie, donc il y aura du courant. Donc là, il a inversé ce qui rentre. Et l'inverse, tu fais rentrer du courant et il n'y a rien qui sort. Enfin, l'autre bout, tu vois rien parce qu'il a pris un chemin raccourci. Donc, on vient de créer un premier composant intéressant, on va créer un inverteur. Ça crée une fonction voilà, qui va nous servir plus tard. Et j'ai vu ça comme les Lego, mais je dis, mais c'est top, parce que j'aime beaucoup les Lego aussi. Tu cumules des Lego, tu en fais des plus grands, après tu fais des Lego encore plus importants. Alors là, je vais passer plusieurs étapes, hein, et tu peux construire des choses, toujours à base d'éléments que tu avais avant. Oui, ça va vite là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu le même truc avec le transistor. Tu prends un transistor, on parle vraiment de ça, hein, on parle de transistor. Tu peux faire des petits composants sympas, j'en ai un sur la table. Ensuite, bah, tu peux faire les fameuses portes logiques, on va en voir quelques-unes. Après ça, bah, tu fais des composants, bah, un additionneur, un comparateur. Tu fais, bah, ouais, ça commence à être utile. Et à la fin, tu peux faire, par exemple, une carte graphique. Mais alors, c'est impossible, c'est trop compliqué, une carte graphique, t'imagines. Alors, prenons un exemple un peu plus utile. On prend 2 transistors, juste 2. On les met face à face. Donc, c'est le principe que j'ai expliqué tout à l'heure. On les met face à face, on va simplement connecter la sortie de l'un dans l'entrée de l'autre. Ça donne ça, sur le schéma. Jusque-là, vous me suivez, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à lever la main. On fait passer... Alors, le courant, ils sont alimentés. Si on met du courant dans le transistor, hein, donc le courant va arriver. Le courant, il arrive par le haut. Hein. Donc, le petit titi, là, il passe. Donc, il suit le chemin, il ouvre la porte. Très bien. Donc, l'IT qui arrive aussi dans l'autre transistor, le courant qui... Hein, on le branche à du courant. Le courant, il passe. IT, il passe. Il va par là. Très bien. Comme il ne va pas à gauche par le raccourci, la porte reste fermée. Donc, ça, c'est cohérent. C'est un état stable et cohérent.
Très bien. Mais si là, on regarde à cet endroit-là, exactement l'endroit que vous voyez sur le schéma, et on branche une LED ou quelque chose, on a du courant. Donc on a 5 volts, on peut faire quelque chose, allumer une LED, dire que c'est un signal. Voilà, on a quelque chose, on a un. Imaginons que maintenant, là où on regarde, on ouvre, donc on laisse sortir. Donc on fait un connecteur, quelque chose, on laisse sortir le courant. Ah, le courant il sort. Parce qu'il va aller, on lui met une soucoupe, là, il va direct. Donc il ouvre plus la porte se ferme. Si la porte se ferme, l'autre IT, il va passer par l'autre chemin. Donc il va ouvrir la porte, qui va faire que l'autre IT, il prend le raccourci. Et on a un état stable qui ne bouge pas, parce que c'est stable. Hein. Vous regardez bien le schéma, oui, là c'est stable. La porte est ouverte, l'autre il ferme, ok, donc c'est stable. Et on regarde là toujours au même endroit, on a 0. 0, il n'y a plus de courant qui passe, donc la LED s'éteindrait, on a un signal 0, on peut faire quelque chose. Donc on peut stocker, là on vient de créer en live, stocker un 0 et un 1. Alors je l'ai ici sur la table, mais pour éviter la manipulation et que tout le monde voit bien, je vais lancer la vidéo ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, ce que j'ai créé, c'est un peu petit, c'est pas très bien, mais c'est exactement ce que j'ai fait là. 2 transistors, j'ai mis des résistances pour protéger mes LED, et l'entrée d'un dans la sortie de l'autre, et inversement, là j'ai stocké 0, enfin stocké, stocke pas vraiment 0, on fait des chemins, et là un chemin, on stocke 1. Et pour même ne pas tricher, je dis ouais mais il y a un bouton là où le courant il passe, non, je retire le bouton, donc là je suis en train de retirer le bouton, et voilà, le courant il reste, on a stocké 1. Voilà, on vient de stocker 1, ou 0 si vous voulez, on vient de stocker, avec 2 transistors, on a stocké, c'est comme ça que beaucoup de, en tout cas les premières rames étaient faites, et c'est encore comme ça que ça marche actuellement. Hein. On n'a pas besoin de composants très compliqués. Alors ensuite, si on cumule, on pourrait s'amuser, j'en ai fait plein. Je les ai créés, les fonctions de et, s'il y a les 2 courants qui arrivent, donc l'un et l'autre, ou l'autre, et on arrive donc la fameuse porte, les portes logiques. Je ne vais pas vous passer la vidéo ici, et je ne l'ai pas amené avec moi ici, mais voilà, sur la vidéo, la porte qui va... Vous avez j'ai fait toutes les portes, donc ça c'est un truc que je pourrais refaire, je présente ça dans une autre de mes conférences. L'autre chose aussi, c'est on peut créer carrément, avec certes des composants de base, un oscillateur que j'ai aussi ici, là sur la table, et qu'on va utiliser. Et j'avais fait en conférence, je retirais mes t-shirts, et j'avais tout un tas de t-shirts sur moi, et vous aviez d'abord le timer, parce que les électroniciens utilisent un timer, un 555 timer, 555 timer, et je disais qu'on va même pas utiliser, on va aller encore plus basique, on va aller construire nous-mêmes juste avec 2 transistors, 4 résistances et 2 condos, et on se faisait, il est là sur la table, un petit oscillateur. Très bien. Il nous manque quoi encore? On peut faire des composants comme convertir du numérique en digital. Si on veut créer donc, de l'analogique, l'analogique c'est du signal où c'est pas des 0 et des 1, c'est juste du courant, plus ou moins de courant. Okay, on a besoin pour plein de choses. Par exemple, pour l'intensité de quelque chose, d'une couleur ou quelque chose, il faut plus ou moins de courant, c'est pas des 0 et des 1. Okay. Mais on fonctionne, l'ordinateur, c'est numérique, c'est binaire, on fonctionne avec des 0 et des 1. Comment on convertit des 0 et des 1 en courant? Bon, déjà, c'est pas 0 et 1. 0, c'est 0 volts. 5 volts. 1, souvent, c'est 5 volts. C'est du courant. Donc, c'est comme... moi, je mets la vidéo de Jacou et la frépouille, jour-nuit, jour-nuit. C'est vraiment ça. Hein. C'est courant, pas courant. Voilà. Et bien, en fait, simplement, avec quelques résistances, vous mettez des résistances en parallèle, vous tapez au milieu, et en fonction de la valeur des résistances, si vous mettez 0, 1, 0, 0, 1, 1, vous arrivez à avoir des valeurs, discrètes, comme on dit, de différents voltages, simplement avec ça. Donc, en fait, pour convertir du digital en analogique, en fait, c'est juste quelques résistances, et vous les avez là, vous pouvez regarder ça tout à l'heure. Ok, on a ce qu'il faut pour construire peut-être une carte graphique. C'est quoi une carte graphique? Ça va permettre d'afficher quelque chose sur un écran. Sur un écran, on avait quoi? Les écrans cathodiques, on avait quoi? On avait un écran avec un canon à électrons. Si vous voulez le détail complet, regardez ma conf sur la carte graphique. Là, je vais résumer assez rapidement. Vous avez chaque pixel, c'est 3 couleurs pour pouvoir faire toutes les couleurs. Hein. Donc du rouge, du vert, du bleu. Donc on a des pixels et il en faut sur toute une ligne. Donc si on va dire qu'on a 800 pixels, une télé ou un écran qui fera 800 x 600, on va avoir 800. Donc il faut qu'au moins qu'on puisse compter de 0 à 800. C'est un peu plus, mais là je simplifie. Donc il faut compter pour pouvoir afficher ces pixels-là en horizontal. Ensuite on recommence. Donc on réinitialise le compteur parce qu'on s'arrête à 800 et on recommence pour faire la ligne d'après. Et c'est reparti. Donc il nous faut un compteur, il faut quelque chose pour réinitialiser, pour comparer qu'on arrive à 800 et ensuite réinitialiser. Et c'est parti, un autre compteur qui lui va vertical pour afficher, pour changer de ligne, pour dire au canon électron d'aller sur la ligne suivante. Et c'est parti. Et on réinitialise le compteur vertical à la fin pour revenir à 0. Voilà, donc en gros, il nous faut 2 compteurs, il nous faut des comparateurs et réinitialiser le compteur. Ok, très bien. Et si on regarde un câble VGA, donc pas du HDMI, du VGA, vous avez quoi? Vous avez tout un tas de connecteurs, ça me faisait un peu peur au début, mais en fait, il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, que 5 qui sont importants. Vous avez 3 couleurs, rouge, vert, bleu.
voilà, si c'est plus ou moins lumineux, rouge, vert, bleu. Vous avez la synchronisation horizontale, pour dire tu reviens à la ligne. Le canon à électrons, c'était un vrai canon qui balançait des électrons. C'était un peu dangereux. Le canon, plusieurs kilovolts, tu le ramènes au début de la ligne, donc il bougeait. Donc il fallait une synchronisation du canon pour le ramener. Maintenant, ça marche plus comme ça, mais voilà. Et ensuite, vous avez le canon, c'est qui arrive en bas de l'écran, il fallait le remonter, donc un signal de synchronisation horizontale et verticale. Donc 5 signaux à balancer dans nos petits pins là, et c'est parti. On peut avoir une carte graphique. Alors, il manque les éléments dont je n'ai pas encore parlé. Il faut aller vite parce que la persistance, sinon vous allez dire, mais attends, mais si tu expliques ça comme ça, en fait, on va voir des points. Bah oui, on voit les points. D'ailleurs, quand vous regardez à la télé, il y avait en tout cas à la télé vous voyez un écran une télé si on filmait une télé, on voyait les lignes. On voyait pas les points, mais on voyait les lignes. On voit bien qu'en fait, oui, il y a des lignes. C'est juste nos yeux humains, ils sont beaucoup trop lents et ils voient pas. Donc en fait, c'est la persistance rétinienne. Donc il va falloir aller très vite. Donc j'ai mis un oscillateur. Là, j'en ai acheté un. Je pourrais brancher le mien, mais il va pas assez vite. Donc là, pour le coup, j'en ai acheté un. Mais dans ma pédagogie, moi, c'était je m'autorise moi-même à aller acheter un composant que si je l'ai créé avant moi-même. Donc comme ça, je l'avais créé, je m'autorisais à l'acheter. Donc j'ai acheté un quartz qui fait 5 MHz, là, donc 5 millions par seconde. Voilà, donc c'est le minimum pour pouvoir afficher les choses de propre. Et il faut stocker l'image parce que je vais afficher une image à l'écran. Il faut le stocker. Donc on va avoir une mémoire. Mes mémoires, je viens de vous montrer comment on crée une mémoire, donc on sait faire. Donc j'ai acheté une mémoire que j'ai mis et j'ai mis une image dedans. Okay, et normalement, on a tout ce qu'il faut. Ok, on essaye, c'est parti. Donc là, ça va être une carte VGA qui respecte. J'ai regardé les specs sur internet du signal VGA et j'essaie de respecter le signal. C'est parti. On va faire en live. Donc je vais alimenter ma carte et ensuite brancher le VGA. J'espère que ça ne va pas exploser. Roulement de tambour. Yes, voilà. Donc là, vous avez en live l'affichage de l'image que j'ai mis. Donc là, c'est le logo de ma boîte. Vous avez même vu que j'ai fait un test en haut à gauche. Je m'étais amusé à mettre du noir, rouge, vert, bleu et blanc pour vérifier que ça fonctionne. Et là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est que la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. C'est que vous voyez, c'est un peu moche ton truc. Alors, en dehors du fait que c'est pixelé, c'est normal. Moi, j'ai fait une image de 100 x 80. C'est fait exprès. Je n'avais pas non plus faire une table entière de composants. Donc, le maximum que j'ai pu faire, c'est 100 x 80. Donc, ça, pixelisé, c'est normal. Par contre, on dit oui, c'est bien, mais c'est quand même moche parce que il y a des traits. On voit bien qu'il y a des pixels qui sont pétés. Alors, les pixels pétés, c'est parce qu'en conf, je suis un peu bourrin. Je retire la puce en live, sans éteindre le courant. J'en mets une autre pour présenter l'image de ma fille. Et je m'amuse, ça faut pas faire. Ça fout en l'air les pixels, évidemment, parce que voilà. Donc ça, c'est n'importe quoi. Par contre, ce qui est pas normal, vous pouvez me dire, oui, c'est quand même les lignes moches. Les lignes moches, alors je pourrais vous laisser déjà réfléchir, qu'est-ce que c'est. On pourra en discuter après, tiens, parce que sinon ça va être trop long, j'en parle dans ma conf quand on en plus en détail. Donc, mais oui, effectivement, il y a un souci, et que j'ai fait exprès de pas corriger, parce que pédagogiquement, je trouve ça intéressant. On en parlera peut-être après. Voilà, j'arrête là-dessus et on continue. Alors. C'est parti. Ok. Donc ça, c'est l'image de ma fille aussi que j'ai. Et j'avais un problème, c'est que si vous voyez en bas, la ligne se répète. Et ça aussi, c'est les soucis de la vraie vie, qui c'est un peu compliqué. Tout n'est pas simple, effectivement. Et c'est qu'en fait, il y avait un problème au niveau du comptage. Et en fait, l'image se répète si elle est pas. Donc en final, j'ai triché sur les autres images, mais une couleur unie. Voilà. Mais voilà. Donc on triche aussi à un moment donné, mais c'est plus compliqué que ça, mais ça fonctionne. Et on arrive à reconnaître quand même en 100 x 80. Alors oui, naturellement, les choses sont compliquées. D'ailleurs, les projets que je fais, si tu le fais naturellement, juste parce que tu es pressé, tu fais, t'as pas que ta vie, il n'y avait pas le Covid, il n'y a plus le Covid, qu'est-ce que tu fais? Ça donne ça. Ben oui, forcément, parce qu'en fait, c'est des fils, il y a plein de connecteurs partout. En fait, tous ces projets-là, c'est bourré de connecteurs en tous les sens. D'ailleurs, c'est le problème, c'est même quand tu fais des circuits intégrés, c'est un vrai problème parce qu'il y a des interférences, ça crée des interférences. Donc le vrai problème est là. Donc un vrai projet, si tu prends pas le temps de faire bien, ça donne ça. Donc c'est un projet qui est pour moi immontrable, c'est pas pédagogique, tu comprends rien, je sais même pas comment tu peux t'y retrouver. Pour faire un projet comme il est comme ça, en fait le vrai temps passé, dans le coupage de fils et faire passer les fils proprement et choisir les bonnes couleurs. En fait, tout le temps, honnêtement, c'est 90% de ça. C'est pas du tout la complexité Une fois que tu as compris comment marche les composants, après, c'est comme des Lego, tu as compris. En plus, c'est un peu mathématique. Tu fais comme ça marche. Voilà. Sauf que les fils, c'est catastrophique. C'est de l'art, en fait. Et dès que tu te trompes d'un point, tu veux tout déplacer de quelques millimètres, tu veux tout refaire. Voilà. Donc, oui, c'est du travail de faire simple.
C'est ça. Parce qu'en fait, ça te demande vraiment de travailler plus parce que naturellement, les choses vont être compliquées. C'est la vie. Et il faut faire des choix. Et il y a aussi des choix, c'est que j'ai mis aucun condensateur. C'est aussi une catastrophe parce que normalement, ça se fait pas. Non, tu mets des condensateurs, parce qu'il faut réguler le courant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des variations de courant et tout. Là. Donc en fait, pour pas en rajouter partout, parce que ça pédagogiquement, c'est une horreur. Faut en mettre, il y a des normes. Il faut en mettre 2 minimum par puce. Mais en fait, vous verriez que ça. D'ailleurs, quand tu regardes une carte, souvent, tu vois que des condensateurs. Il y en a partout. Ouais, mais j'allais pas faire ça parce que pédagogiquement, ça me convenait pas. Donc là, j'ai trouvé un moyen, c'est que j'ai acheté des breadboards à 10 balles, 10 fois plus cher qu'une breadboard normale. 10 balles la breadboard. Ouais, je me suis ruiné dans les breadboards, en fait. C'est juste du métal avec du plastique. Mais pour avoir de la super qualité, pour éviter d'avoir mettre les condos, comme ça, vous avez quelque chose de propre, de joli. Et il n'y a pas besoin de complexifier parce que le condensateur ajoute pas de la logique. Ça ajoute juste pour nettoyer le signal. Donc il y a des choix à faire et c'est pas facile effectivement. Et en fait, un autre point aussi, c'est que même pour la création de vidéos, la création de contenu, les vidéos que fait Beniter, qui moi, je trouve ça, c'est normal, c'est joli, c'est bien. Moi, je les regarde avec plaisir, quoi. Le son est bon, l'image est bonne. Quand il positionne ses mains, bah, tu réfléchis pas, mais tout est nickel en fait. Et quand moi je dis, bah, je vais en faire une, je vais en faire plein, moi aussi, tout ça, je vais le faire en vidéo. C'est parti, je fais ma première vidéo. Le son, mince, c'est du travail, sonoriste. L'image, punaise, c'est du travail en fait, la luminosité, tout ça. Tes mains, quand je présente un truc, je regarde une vidéo, mais je comprends rien, j'ai mes mains devant. Bah évidemment, il faut que je manipule mes trucs. Mais comment il fait? Je regarde ces vidéos. Ah bah oui, en fait, si tu veux que ce soit normal et simple pour les gens, pour toi, c'est une horreur. T'es comme ça, pour jamais cacher ce que tu montres. Je fais, mais c'est du travail en fait. J'ai passé 8 heures à faire une vidéo de quelques minutes, j'ai arrêté. Hein. J'en ai une sur ma chaîne YouTube, j'ai arrêté. J'étais motivé, hein, tout ça, je voulais le faire. En fait, le mec, j'ai regardé après, mais comment il fait? Et il est à temps plein, il est sur Patreon. Et... Alors, moi aussi, je le soutiens maintenant, vous me voyez là dans sa liste, que je dis bravo, mec, vas-y, continue, fais tes vidéos, j'ai pas le temps. C'est du travail. Et c'est là, j'ai respect pour ceux qui ont Yon et tout ça, quand le podcast, la vidéo, en fait, c'est un vrai métier. Donc, respect. C'est du travail de faire simple pour les autres, mais c'est galère pour nous. Alors, il y a aussi ceux qui ont voulu faire ça en grandeur réelle. Il y en a un qui a fait ça, ça prend une place énorme. Ma femme n'était pas d'accord pour que je remplisse mon ordinateur d'un ordinateur, ma maison d'un ordinateur. Mais là, il a tout détaillé pour qu'en taille réelle, que tu vois comment fonctionne un CPU. Voilà, moi, j'ai réussi à le faire tenir sur deux feuilles A4. C'est deux boîtes comme vous avez là. C'est la conf que je fais là à Berlin lundi. Et je vous encourage à la regarder. C'est super, mais j'ai pas fait un truc aussi énorme que ça, mais j'aimerais bien. Et l'Apple 1 qui est dans une valise. Là, vous avez l'Apple 1. Mon but, là maintenant, mon projet, c'est de refaire un Apple 1 moi-même, ou l'Apple 2 plutôt. Et c'est possible, en fait. Bah, il l'a fait. Hein. Steve Wozniak, hein, pas Steve Jobs. Hein. Lui, il le vendait. Steve Wozniak, le techos qui était derrière, l'autre Steve. Ça aussi, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, il continue. Il donne des cours aussi en école et tout. Il est passionné de pédagogie. Ok, alors autre chose aussi, et ça, c'est un truc qui m'a aussi frustré, c'est à un moment donné, je me baladais, c'était il y a quelques jours, il y a une semaine, sur LinkedIn, je voyais comment apprendre le SQL simplement. Et moi, je ne m'arrête jamais à ça, je dis, mais attends, pourquoi pas alors, je ne suis pas expert, mais je suis quand même plutôt bon, que ce soit Oracle, Postgre, je les connais toutes, j'ai quand même plusieurs quinzaines d'années de bagages dans le SQL, donc je me considère quand même bon, mais je me dis, ah, j'aime bien, parce que pédagogiquement, si quelqu'un explique super bien, moi je suis motivé pour prendre des idées, et je regarde, et bim, tout d'abord, les commandes SQL. Alors, le DDL, le DQL, le DML, le DCL, le TCL. Je vous jure, j'ai mis. Ah oui, peut-être, je me rappelle même plus ce que c'est que ces trucs-là. Alors que je suis pas mauvais en SQL. C'est juste que, effectivement, c'est des façons de classifier. J'ai devant un truc, je me dis, mais je connais le SQL, je suis pas un expert, mais presque. Et là, le gars, il m'explique niveau 1, page 1 du truc, je comprends déjà rien. Je dis, mais oui, il est où le problème? Ben oui, parce qu'à un moment donné, les gens sont tellement allés loin, ils ont tellement envie de mettre des mots dessus, et souvent les acronymes, ils pensent que c'est cool parce que bah, c'est plus concis. Ouais, c'est concis, j'ai juste rien compris à ton truc. Alors que je suis presque un expert quand même, donc voilà. Et donc là, j'étais frustré, je me dis, mais ça représente tellement les choses. Et moi, je me rappelle quand je suis rentré dans ma nouvelle boîte, en plus c'était en anglais et tout, je dit, oh, j'ai fait en réunion, quand j'entends les réunions, je dis, bah, je suis respectueux parce que là, je changeais de métier, hein, donc j'ai commencé à penser dans le cloud, je ne bossais pas dans le cloud avant, donc je vais ouvrir un fichier pour prendre des notes, les acronymes. Mais j'avais 20 pages. Je leur ai dit, juste pour info, les nouveaux qui arrivent, et ils me disent, ouais, merci et tout. Bah, ouais, parce que franchement, il y avait des phrases, c'est que des acronymes. Tu fais, non, c'est pas possible. Entre les acronymes de la boîte et les acronymes du domaine, du cloud, voilà, c'était pas possible. Et le plus marrant, c'est quand tu demandes à un collègue, c'est quoi cet acronyme-là? Et le collègue te dit, j'en sais rien. Tu fais, ok, donc on fait tous semblant. Il y en a peut-être 2-3 qui savent. Ouais, super la réunion. En fait, on n'a rien compris en fait. Ah, génial. Simon Sinek parle de ça aussi, celui qui est capable de dire, excusez-moi, j'ai pas compris là.
chapeau, hein, celui qui fait ça. Parce que souvent, t'as les gens, ouais, pareil, c'est juste que j'avais pas le courage, mais en fait, voilà. Donc, franchement, non, les acronymes, faut arrêter. Autre point aussi, c'est pareil, c'est même dans le langage. Moi, c'était Scala, je m'étais mis à Scala il y a longtemps, il y a 10 ans et tout. J'étais super fier et tout d'apprendre Scala parce que c'était, fallait être balèze pour apprendre Scala. J'avais réussi à faire, je sais pas, 50 lignes de Java en je crois, 5-6 lignes. J'étais super fier et tout. J'avais bossé une semaine là-dessus. Mon petit programme là qui marche bien en Scala. Un mois plus tard, je reviens sur mon code. Qu'est-ce que c'est ce truc impossible de changer à la moindre ligne, je savais même plus ce que ça faisait. C'est comme le Perl. Alors, je dis pas, ça n'a rien à voir avec Scala, c'est juste, ça se révèle avec plein de choses. C'est qu'à un moment, tu veux tellement faire bien, tellement être au top et tout, tu peux même plus revenir dans ton code tellement le truc, il était clair à la base que tu te sentais très intelligent, mais quand tu veux le relire, bah, pour les autres, et même pour toi-même d'ailleurs, un mois plus tard, c'est mort. Anecdote amusante. Parce que oui, c'est dur de faire simple et de rester simple. On a souvent envie de complexifier. Herman Melville a dit « Un homme de vraie science utilise peu de mots compliqués, et ceci seulement lorsqu'aucun autre ne répond à son objectif. Alors que le novice en science pense qu'en prononçant des mots compliqués, il comprend des choses difficiles. » Ouais, voilà, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Alors, il fallait que je le place, hein, Kaby. Voilà, j'aime beaucoup. Mais oui, pourquoi faire compliqué? Ça, j'aime beaucoup. Ça représente très bien. Alors, est-ce que c'est lui qui a dit la simplicité et la sophistication suprême? Non, pour le coup, c'est pas lui, c'est Léonard de Vinci. Alors, c'est humain, en fait. Oui, on va avoir tendance, une fois qu'on a bien compris un truc, c'est bon, on va pas l'expliquer non. Enfin, si on n'est pas formateur ou machin, on dit, bah, écoute, c'est bon, on va passer à l'étape supérieure, maintenant j'ai compris. Donc, on va forcément, à un moment donné, arrêter de simplifier, on va utiliser des mots compliqués, on va sophistiquer. Alors après, c'est normal aussi, il faut sophistiquer, sinon il n'y aura pas d'innovation. Donc oui, pour sophistiquer, oui, pour rajouter, oui, pour complexifier des choses. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question, est-ce que maintenant je ne peux pas, hein, principe KISS, keep it simple, stupid, ça ne veut pas dire qu'il faut tout être simpliste, évidemment non, mais ça veut dire qu'il faut se reposer la question, est-ce que je vais peut-être y gagner à resimplifier, il y a peut-être moyen de resimplifier pour que ce soit lisible déjà pour moi, pour les autres, et on gagne toujours à faire simple de toute façon. Alors, autre chose aussi, un point que je trouvais important, c'était la complexité apparente. Une carte graphique, si je te dis, ouais, je vais te créer une carte graphique, mais moi je me rappelle quand j'étais adolescent et que j'allais à Paris m'acheter des cartes graphiques, mes cartes son et tout ça, je montais mon PC, est-ce que je savais que 30 ans plus tard, de mes mains, je serais capable de construire une carte graphique? Mais non, bien sûr, je me dis, mais c'est impossible à faire. Donc encore, à expliquer encore moins. Parce que je me dis, mais il faut faire du courant. Comment est-ce que tu balances du courant comme ça là, pour que ça s'affiche sur un écran? Des fois, il y a jusqu'à 15 pins, mais qu'est-ce que tu mets là-dedans dans le connecteur? Faut mélanger du binaire, de l'analogique. Oh là là, moi, je vais pas me remettre dans tout ça. On n'a plus d'écran cathodique. En plus, ça marche comment? Maintenant, c'est des LED et tout ça, etc. C'est trop beau pour être vrai, etc. D'apparence très compliquée, je peux dire la carte VGA qui est là. Et c'est la plus simple que j'ai. Je l'ai fait en peut-être 2 semaines. Alors que l'ordinateur 8 bits que je présente, lui, j'ai fait 1 an à le faire, ce que j'apprenais aussi. Mais donc, ce qui apparaissait très compliqué à la base, en fait, vous l'avez vu, c'est 2 compteurs. Je vous ai dit 2 compteurs, des comparateurs. Voilà, tac, ton décodeur, et hop, tu l'as, et ça tient sur une page A4, là. Et un des trucs aussi, c'est en sortie de conf, ça, j'aime beaucoup échanger avec vous, Olivier en Poncet, c'est à Devox Paris, je crois, qui me dit, mais tu devrais faire la carte son. Je dis, mais non, je connais rien en son. Enfin, voilà, non. Il me dit, ah si, vas-y, essaye. Ok. Donc, je regarde un petit peu et je tombe direct, classique, des gens qui disent, bim, c'est simple, bam, et ils te mettent ça. Les gens, ils disent vraiment, c'est simple. Hein. Ah, c'est simple, c'est comme ça. Je regarde le processeur sonore, machin, et je vois les gens qui discutent, ouais, c'est simple et tout, il suffit de faire ça. Je fais, mais ok, attends, j'ai combien? J'ai 50 composants, là, mais c'est pas possible. Et donc, je cherche, j'ai beau chercher, alors je trouve évidemment des trucs très bateaux qui font pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment faire une petite carte son, je mets une petite musique et j'ai mon truc, quoi. Et donc là, pour le coup, je suis assez fier, je vous avoue, parce que là, Ben Eater, qui est un peu mon modèle, il avait pas fait. Donc j'étais seul, vraiment, là, je me dis, ok. Donc j'ai continué à regarder sur Internet, mais vraiment bien de. J'ai rien trouvé exactement qui a fait ce que j'ai fait là. Donc j'étais vraiment seul. Donc bah, c'est parti, c'est l'occasion de me prouver que je peux le faire. Maintenant, le disciple va appris du maître. Et je vais y aller par étapes. Donc on va le faire ensemble. Étape, il me faut un petit haut-parleur. Un haut-parleur, c'est simple. Déjà, l'oreille humaine, c'est quoi? Tu as une membrane qui vibre et bam, ça envoie dans ton cerveau des messages. Très bien. Donc on va faire l'inverse. L'inverse, c'est que tu as une membrane qui va vibrer pour pousser l'air jusqu'à ton oreille. Ça, c'est la base. Non. Voilà, c'est plus compliqué que ça en fait, hein, mais voilà, on va partir là-dessus. Et ben on va faire ça. Je vais pas le faire là parce que ça va vous casser les oreilles, mais tu prends l'haut-parleur, tu le branches sur du 5 volts. Et bien c'est parti, tu le branches, tu le retires et tu essaies d'aller le plus vite que tu peux, parce qu'il faut que ça vibre. Donc tu fais avec comme ça, et j'ai réussi, je pouvais le faire 10 fois par seconde. Donc je fais du 10 Hz.
Alors 10 Hz, c'est un son très très moche. Hein. C'est voilà, c'est pas vraiment dans le range, c'est des belles notes. C'est pas un la, c'est pas un si, tu vois, c'est une horreur. Alors surtout que tu le fais pas de façon très voilà. Juste pour info, un la sur l'octave 3, c'est 440 vibrations, enfin signaux par seconde. Là j'avais 10, je vais pas y arriver. Mais au moins j'ai compris. Ok, c'est comme ça que ça marche. Bon, ok. J'ai dit mais il faut un oscillateur, un truc qui vibre plus propre que le faire à la main. Les oscillateurs, bah, sur mes t-shirts, si j'avais la confacture, vous m'aurez vu avec mes t-shirts, il y a le 255 timer, très bien. Plus simple, vous avez le petit composant qui est là, c'est juste les composants que je vous ai dit là, avec les condos, les deux transistors, ça marche, c'est un oscillateur. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas encore plus simple? Je vais m'amuser à chercher autre chose. Ben oui, plus simple. On a parlé de l'inverteur, voilà, c'est ce composant, juste un transistor tout seul. Si tu branches la sortie à l'entrée, je vous ai expliqué un inverteur, tu mets 0 en entrée, il y a 1 en sortie et inverse. Mais attends, mais il se passe quoi si tu branches la sortie à l'entrée? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ça va. Bah oui, ça marche comme ça. Donc en fait, j'ai pris. Alors ça, c'est le signal d'un inverteur. J'ai branché la sortie à l'entrée avec une résistance, un condo pour stabiliser ça, et j'ai branché ça sur un haut-parleur et ça marche. Tu as 330 000 vibrations par seconde dans le setup que j'avais mis avec la petite résistance et la valeur du condo que j'avais là. J'ai mis un peu au pif au début. 330 000. C'est bien, hein, sauf que c'est un peu aigu, genre je crois qu'on n'entend rien, parce que si tu regardes sur Wikipédia, tu regardes les notes, parce que je vais faire des notes, moi je vais faire de la musique, le max, je crois que c'est quand même, je sais plus, c'est 30 000, quoi. Là, on a 330 000, et le là, il a 440, vous voyez, donc on est 1000 de trop, donc il y a un problème. Maintenant, on a trop, comment est-ce qu'on fait pour ralentir le truc ou faire moins? Bah, faut le faire compter dans le vide à un moment donné. Donc, on va utiliser un compteur. Alors, je vais pouvoir le faire parce que j'ai vraiment pas le temps, mais j'aimerais trop. On peut créer un compteur. Moi, avant d'acheter un compteur, je l'ai créé moi-même avec les transistors. Et ensuite, je dis, OK, maintenant je sais faire, donc j'en achète un. Donc, on met un compteur, il va compter. Donc, au lieu de se brancher sur ce compteur, il va compter de 0 à je sais pas combien, 1000, 2000, voilà. Et ben, on va se brancher sur, je sais pas, 500. Et tu divises par 500, tu branches sur le deuxième, voilà, etc. Donc, ça va te permettre de diviser, comme ça, il compte dans le vide jusqu'à ce qu'il arrive à la valeur que tu veux. Et ça fonctionne. Donc là, c'est bon. Donc j'avais fini ma carte son. J'ai fini carte son, j'ai deux composants, j'ai fini ma carte son. Waouh, ça tient sur une breadboard. Sauf que bah, c'est pas de la musique, c'est juste que tu dois faire la musique à la main, c'est un peu galère. Et c'est des valeurs très précises. Tu divises par 2, par 3, par ça, c'est pas assez fin. Non, justement, c'est pas par 2, tu divises par multiple, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, donc tu peux pas faire toutes les valeurs. Donc il fallait que je choisisse ma valeur. Et justement, pour choisir la valeur, bah, il faut que tu utilises un compteur qui va aussi permettre de comparer. Donc là, ça s'appelle un down counter, c'est-à-dire que tu lui donnes une valeur, il va décompter jusqu'à 0. Et il va émettre, il va sortir 5 volts, donc ça sera ton son. Donc là, ça te permet, tu lui donnes une valeur en binaire, donc voilà, tu traduis le binaire en décimal, tu dis je veux 440 Hz, donc là je lui mets 440, pardon, et il va sortir le son va sortir toutes les 440, le courant va sortir toutes les 40, tu le branches sur un haut-parleur, et tu as tes 440 Hz. Le problème c'est qu'en faisant ça, j'étais à 1200 Hz minimum, et comme je vous dis, le La, il était à 440, donc c'est encore trop. Et en plus, le duty cycle, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est en fait, j'avais une courbe qui était, j'avais juste un pic, parce qu'il appliquait juste la sortie, donc j'avais un pic, et après, j'avais plus rien, donc il n'y avait pas de son qui sortait, ou c'était très, très, très faible. Donc, le problème, c'est que j'ai simplement rajouté un flip-flop derrière. Un flip-flop, c'est juste un composant qu'on peut construire aussi, qui simplement, il change. À chaque fois, tu as 5 volts qui rentrent dedans, bah, il inverse. Derrière, il fait 0, 1, 0, 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, il divise par 2, simplement. C'est comme un compteur qui compte de 0 à 1, et à chaque fois, il se réinitialise. Donc, en gros, ça divise par 2. Donc, j'en ai mis 2 pour diviser 2 fois par 2. Donc, de 1200, je fais 600, et de 600 à 300. Donc, 300 vibrations en seconde. Et là, j'arrive à mes notes de piano classique. Au milieu d'un piano, là, tu as alors je sais plus de quelle note j'ai, mais je pouvais faire la musique. Le La, et je rappelle, le La de troisième octave, donc vers le milieu du piano, un La, c'est 440 Hz. Et c'est parti. Donc j'avais fini ma carte son. Donc si je reviens ici, ma carte son est finie. Donc j'ai 1, 2, 3 composants, et la carte son est finie. On peut créer une carte son en 3 composants. C'est ça que je voulais prouver, et en plus en comprenant ce que je faisais. Sauf que maintenant, il faut jouer de la musique. Donc la musique, il faut que je lui dise, maintenant tu fais. En gros, ça va lui dire, fais 440 Hz. Si je sais plus les autres là, tu vois, tu fais 440, après tu fais 500, 520, ça machin. Il faut lui donner les chiffres qui correspondent aux notes pour faire des notes. Donc j'ai fait ça dans une mémoire, et après je lui dis, juste compte, va à la première note, la deuxième note, donc je fais un compteur. Donc simplement, je mets un compteur, je mets je le branche sur ma mémoire, et la sortie de la valeur des chiffres, je le rebranche sur ce qu'on a vu tout à l'heure, et normalement on a un player. Donc j'ai créé un player en plus de la carte son. Et c'est ce que je me propose de vous montrer maintenant.
un peu trop rapide. Je vais changer un peu la fréquence. Fréquence libre. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. Voilà. Donc, merci bien. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une vraie carte son. C'est-à-dire que là, avec l'ordinateur QB8 que j'ai fait, si je lui donnais une suite de chiffres que je branche directement là avec des fils, avec 8 fils, je lui branche, bah, je fais ce que j'ai fait là. C'est juste une suite de chiffres, en fait, qui fait juste compter et vibrer au moment où il a fini le décompte. Donc, en gros, ça fait du son. Et t'as une... Donc là, j'ai créé, je crois que dans l'Apple 1, c'était juste une note. Hein, donc, c'était un beeper. Donc, je crois que c'est même mieux que dans l'Apple 1. Tu vois, donc, ça, tu le branches voilà, sur ton ordi. Et puis, peut-être carte son. Donc, la carte graphique, la carte son. J'ai fait le driver clavier qui est pas si simple que ça. Parce que c'est juste quand tu appuies sur une touche, ça envoie juste des bits que tu réceptionnes. Donc, j'ai fait le driver clavier. Il me reste juste la carte réseau pour faire des trucs de folie. C'est branché sur VH Cloud ou d'autres. Voilà. Donc, il y a moyen de faire des trucs de folie en partant sur des trucs comme ça. Et je pensais surtout que pour moi, c'était impossible. Donc, le fait de faire quelque chose qui me pensait impossible, inimaginable, c'est super rigolo. Alors, une citation que j'aime aussi, la perfection est atteinte, non parce qu'il n'y a plus rien à rajouter, mais parce qu'il n'y a plus rien à retirer. Antoine Saint-Exupéry, vous devez la connaître. Et ça, c'est l'histoire fabuleuse de deux personnes, et je vais essayer d'accélérer un petit peu. Motorola, 6008, un processeur. Au début de l'informatique, tu dis, ouais, les processeurs, ça a dû évoluer doucement. Pas du tout. Hein. Dès qu'ils ont compris comment faire les processeurs, ils avaient tout mis dedans. Hein. Normalement, c'est ta addition, soustraction, c'est facile. Voilà. Multiplication, c'est une série d'additions, donc à la limite, voilà. Division, non, souvent, il n'y avait pas. Division, c'est compliqué, une division. Et donc, il n'y avait pas. Il fallait faire de façon programme. Voilà, tu faisais une division, en fait, c'est une série de soustractions. En fait. Et après, tu as cosinus, sinus et tout ça. En fait, ils s'étaient lâchés. Donc, ils avaient mis le 6008, c'était dans les premiers processeurs, mais ils avaient mis tout dedans. Donc, en gros, tu avais des développeurs qui disaient, mais on veut pas tout ça. On veut un processeur qui fait des trucs plus simples que. Et c'était super cher et tout. Un certain Chuck Peddle, en 1974, quitte Motorola. Au même moment, chez Intel, avec le 8080, pareil, des trucs, ils n'écoutent pas les utilisateurs, ils n'écoutent pas les développeurs. Non, on va tout mettre dans les processeurs, ils faisaient tout, ils faisaient le café. 1974, Federico Faggin quitte aussi Intel pour faire plus simple. Écoutez les utilisateurs, écoutez les développeurs, de quoi vous avez besoin, on va simplifier. Et là, ils te sortent quoi? Le 6502 et le Z80 pour ceux qui connaissent. Le MOS et le Zilog Z80, deux processeurs mythiques qui ont révolutionné parce qu'ils étaient pas chers. Ils correspondaient à ce que voulaient les utilisateurs, les développeurs. Oui, c'est ça qu'on veut, on veut pas que ça fasse le café. Une division, on l'a fait nous-mêmes, t'inquiète pas, on sait faire une division. On le fait ça en programmation, on peut même faire des trucs avec et tout. Voilà, et je trouvais ça, et tu dis, mais c'est génial, 6502, donc révolution. Mais non, en Angleterre, deux personnes, ils disent le 6502, c'est trop lent. Et ça utilise trop d'énergie. Nous, on veut quelque chose qui rentre dans des portables, enfin, pas portables, mais des choses qu'on peut emporter, n'est-ce pas? Certains Steve Ferber et Sophie Wilson de Account Computers qui créent, boum, je vous dans le mille, l'ARM. Et voilà. Et c'est connu parce que maintenant, ça a remplacé un petit peu. En tout cas, c'est parti pour bien remplacer tout. Hein. Et petite anecdote de ouf, mais c'est quand ils ont branché l'ARM, ils s'étaient trompés, il n'était pas alimenté. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas branché, la patte d'alimentation ne fonctionnait pas. Et ils ne savaient pas ce que ça marchait. Ils ont sorti champagne et tout. C'est l'anecdote assez rigolote. Et ils se disent, on va quand même regarder combien ils consomment. Parce que le but, c'est de voir combien ils consomment. Ils branchent 0 watts. Mais non, c'est pas possible. C'est 0 quelque chose, mais 0, quand même, pas possible. Je dis, mais il y a un problème. Ils regardent. Ah bah oui, on s'est trompé. On n'a pas alimenté. Je dis, mais comment ça marche alors? Comment ça peut fonctionner vu qu'il n'est pas alimenté? C'est de la magie. Tout simplement, il était tellement de qualité qu'en fait, il arrivait à choper les courants de fuite. Parce qu'il y a toujours des diodes pour protéger. Hein. Vous l'avez vu d'ailleurs, sur Avatar, on met une diode pour protéger au cas où l'utilisateur se trompe. Il y a toujours un peu de courant. Et ce petit courant de fuite suffisait à alimenter tellement il était performant. Cette petite histoire du processeur ARM. Et ils ont été très intelligents, c'est qu'au lieu de faire les processeurs, ils ont dit on va juste faire l'architecture, puis on laisse les gens créer. Ils ont bien réussi leur coup. Voilà, donc processeur ARM que vous connaissez tous. Et encore, parce qu'ils ont voulu dire c'est trop complexe, on passe l'architecture 6 caractères risque. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'on peut pas dire simpliste. Oui, merci. ok, très bien. Ok, donc je finis. On peut croire que c'est de la magie, tout ça, c'est super.
Parce qu'en fait, on émet des trucs importants. Moi, oui, on triche, bien sûr, quand même. Mais sauf qu'en tant que formateur, moi aussi, je trichais parce qu'on veut. Moi, je suis quelqu'un et j'ai un formateur, un pédagogue. Je veux qu'il triche. Je veux pas qu'il passe 10 ans devant moi. J'ai pas non plus, là, d'ailleurs, là, je suis en retard. Je veux qu'il prenne des raccourcis. Donc, oui, j'ai des raccourcis. Quand Ben Eater, il fait des trucs, il dit oh, et si on faisait ça? C'est génial, il a une bonne idée. Sauf que quand tu le fais, bah, t'as pas la solution tout de suite, tu cherches, donc tu en fais 10 des trucs avant de trouver la bonne. Tu fais, ah ouais, petit malin, il m'a tout de suite montré la bonne solution. Bah oui, mais pédagogiquement, ça marche. Oui, ça marche le truc. En fait, moi, j'ai mis 1 an à refaire ce qu'a fait Ben Eater parce que j'ai pas voulu le copier, sinon ça aurait été nul, j'ai juste fait ce qu'il a fait. J'ai juste regardé cette vidéo et après, j'ai fait moi-même ma propre architecture pour justement avoir les vrais problèmes. J'en ai eu des tas pendant 1 an des problèmes, sauf que maintenant, j'ai bien compris comment ça marche. Donc, ma conclusion, c'est oui, c'est bien de vulgariser, mais après, il faut pratiquer parce que c'est là où tu dis, en fait, c'était pas si simple. Bah oui, c'est jamais si simple. Mais par contre, on a cet effort à faire de simplicité pour enseigner et ça, c'est top. Et si on se dit que j'ai tout compris et tout, bah non, en fait, il faut pratiquer. Et là, je coupe un peu, je vais plus vite. Pratiquons, les amis. Et le truc final, c'est vraiment, en dehors de faire et d'expliquer, le top du top, c'est si tu demandes à la personne à qui t'a expliqué, est-ce que tu peux m'expliquer en retour? Ça fait mal parce que très souvent, la personne n'a pas forcément compris. Tu fais, ah non, ah oui, parce que c'est pas évident. Et c'est là que tu sais que si vraiment tu as réussi, c'est si la personne peut te réexpliquer. Voilà, et là, je vais finir là-dessus. Donc, je suis Olivier Hubert. Merci pour votre open feedback. Faites-moi vos retours. Et je fais partie de la société Haven. Voilà, on est dans le business du cloud pour monter du Kafka, du Postgre et tout. Et je trouve ça aussi très simple. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce Solar, parce que le cloud, j'ai trop peur, c'est super compliqué. Mais voilà, on peut le rendre simple. Et ça aussi, c'est quelque chose de possible. Donc, je bosse pour Haven, voilà, une société finlandaise à la base. Et vous pouvez me charrier et me mettre presque trop complexe dans l'open feedback. Mais si vous faites ça, merci de me mettre un petit commentaire avec. Voilà, je vous en remercierai beaucoup.